Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Avec mes confrères Ferdinand Haïté. Bonjour Ferdinand. Bonjour grand citoyen d'État Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour aux auditeurs. Parfait, merci de nous avoir rejoints. Fabrice Otezi, bonjour. Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs. Abi Alpha, bonjour. Ouais, bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous et celles qui nous écoutent. Je voulais qu'on commence par la politique ce matin, puisque cette semaine a permis quand même de vivre encore quelques événements. Déjà samedi a passé avec la commission de la CEDEAO qui a rassemblé les acteurs, les protagonistes de la crise, notamment le gouvernement, le parti au pouvoir UNIR et la coalition des 14 partis de l'opposition. Et puis cette semaine, les manifestations prévues par la coalition ont subi le même sort qu'elles subissent depuis quelques temps, c'est-à-dire que le gouvernement togolais, qui n'interdit pas la manifestation, mais demande à ce que les itinéraires tels que choisis par la coalition soient modifiés. Pour la coalition, c'est une façon quand même d'interdire la manifestation. La coalition des 14 partis compte toujours sur la population pour l'ultime jour, c'est-à-dire demain. Que se passera-t-il demain dans notre capitale et dans plusieurs villes à l'intérieur du pays, puisque Sokode, Bafilo et Mango demeurent toujours des cités imprenables pour l'opposition. Est-ce qu'il faudra changer finalement de stratégie quand on est de l'opposition aujourd'hui, de la coalition, Fabrice? Changer de stratégie, c'est vrai que c'est facile de le dire quand on est au micro, mais quand on fait un peu l'exercice de se retrouver dans la peau des leaders de l'opposition, on peut se demander changer de stratégie, oui, mais laquelle? Je crois que c'est pas aisé. Bon, c'est vrai que les politiciens peut-être ont des astuces pour s'en sortir, mais il faut dire que l'opposition togolaise, surtout la coalition, a toujours considéré que les manifestations de rue c'était sa bombe atomique, et donc il n'avait que ça pour faire au point où on n'est plus, je ne veux pas être désobligeant, mais capable de se défaire de ça. Oui, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une guerre d'itinéraire qui ne dit pas son nom depuis un certain temps. Ce n'est pas que le gouvernement interdit les manifestations, sauf que la coalition et le gouvernement ne s'entendent pas sur les itinéraires à emprunter. Le gouvernement donne ses raisons. Tout porte à croire, les itinéraires qui sont tracés, l'opposition estime que ces itinéraires plus ou moins réduisent un peu la visibilité de la manifestation qu'ils veulent organiser, puisque de toutes les façons, quand vous manifestez, c'est une communication, c'est un message que vous envoyez, mais bon, quand on vous oblige à passer dans des tunnels où personne ne vous verra, on peut se dire autant ne pas manifester. Mais bon, aujourd'hui, je crois que après plusieurs tentatives sans succès, moi je me dis que peut-être qu'il aurait fallu que du côté de l'opposition, ils essaient d'emprunter les itinéraires dont on parle pour voir ce que ça va donner. Puisque de toutes les façons... Madame Brigitte Adjamboua a été claire ces derniers jours en disant que c'est respecter les itinéraires du gouvernement, c'est capituler. Oui, bon, maintenant naturellement, parce que après avoir défié les forces de l'ordre depuis toujours sans succès, et aujourd'hui effectivement s'ils respectent l'itinéraire du gouvernement, ça va se présenter comme une capitulation naturellement. Mais maintenant, bon, vous ne capitulez pas, mais vous n'êtes pas non plus, en tout cas jusqu'à ce jour, vous n'êtes pas non plus capable de lever l'obstacle qu'on dresse devant vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je me dis, si c'est pour la visibilité de la manifestation, même si c'est dans un tour, les gens iront chercher quand même avec la mobilisation qu'eux-mêmes ils estiment avoir la capacité de réaliser. Je crois que ils peuvent même faire ça sur ces itinéraires-là et ça peut avoir de l'impact. Et peut-être que le gouvernement peut penser à un moment donné peut-être à revoir encore des itinéraires. Mais si
on est un peu sur son piédestal, on se dit non, il y a de l'orgueil qui entre dedans. Bon, tout le monde aujourd'hui, on sent qu'il y a un bras de fer, mais qui est toujours en défaveur de l'opposition en ce qui concerne ces manifestations qu'on programme depuis un certain temps. Bien sûr. Ferdinand, quelle analyse faites-vous finalement de ces manifestations qui n'aboutissent pas? Je ne veux même pas dire qui ne démarrent même pas pour les voir aboutir. Non, je crois que chacun fait l'usage de l'arme qu'il a. Le pouvoir qui utilise la force militaire pour écraser tout, qui met les villes à l'intérieur du pays en état de siège pour empêcher les gens de manifester. Et puis après, on dit, bon, ben, les gens ne se mobilisent pas. Mango, Kara, et Mango, Bafilo, et puis je crois... Sokodé, on parle de deux armes qui ont disparu depuis dans ce pays. Lorsqu'il y a ces genres de choses qui se passent, on arrive rapidement à trouver les armes. Et puis, vous voyez combien de temps cette histoire-là dure. Deux armes qui sont dans la nature, et puis on dit, bon, on interdit des manifestations. Comment on appelle ça? On viole la Constitution, on viole les libertés d'expression, les libertés de manifestation, parce qu'il y a deux armes qui sont dans la nature. Vous imaginez ça? On continue d'évoquer ça pour interdire les manifestations. Je trouve le ministre de l'administration territoriale un peu pathétique et ridicule, parce que, vous voyez, c'est des gens qui ont le plus profité de la démocratie au Togo. Ça. Nous, on était tout petits quand M. Payadoua Boupessi, membre d'un parti à l'époque qui s'appelait UTJ, est allé au gouvernement à la faveur de la conférence nationale. C'est comme ça qu'il est resté dans le système jusqu'à ce jour. Et c'est les plus grands bénéficiaires de l'ouverture du processus démocratique au Togo. Et c'est eux aujourd'hui qui sont sur leur... je ne sais pas comment dire, qui sont là, interdits des manifestations par des arguments tirés par les cheveux et tout ce qui est en train de se raconter. Maintenant, les gens sont face à une situation, c'est normal qu'ils ne puissent pas se plier à l'injonction du gouvernement, parce que s'ils le font, c'est un précédent dangereux. Ça veut dire que demain même... Oui, peut-être pas aujourd'hui, excusez-moi, peut-être pas se plier au désidératat du gouvernement. Parce que le gouvernement... Comme le confrère, le canal indépendant pose la question clairement ce matin, il va falloir trouver une stratégie de contournement. Oui, mais ça arrivera. Moi, je ne suis pas dans la coalition, mais je ne pense pas que ce sont des enfants aussi. Ils réfléchissent. Ce n'est pas des enfants qui sont là, ils réfléchissent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais se plier à la stratégie du gouvernement qui consiste à confiner les marches dans le quartier de Baie avec l'argument selon lequel les riverains se plaignent, c'est d'abord un mépris pour les gens de Baie, parce que sur toute la rue, la ligne Carrefour de Baie jusqu'à Enfamé, il y a plein de boutiques. C'est une zone très animée. C'est comme eux, ils n'ont pas à se plaindre des manifestations comme dans les autres quartiers. C'est d'abord se moquer d'eux. Et puis ensuite, c'est une manière de dire, bon, écoutez, allez faire les manifestations dans un quartier comme ça. Demain, ils peuvent dire, bon, même dans le quartier de Baie, là, vous n'allez plus faire les manifestations là-bas. Il faut aller peut-être dans le cimetière de Baie-Pota où vous manifestez, et puis c'est fini. Donc, je pense que lorsqu'on est face à un système comme ça qui déroule un rouleau compresseur qui est en train de menacer les libertés publiques, il faut résister, il ne faut pas se plier parce que le système... Vous savez, il n'y a aucune armée au monde qui réussit dans le temps à mettre un peuple sous éteignoir pendant des années. Et donc, une solution viendra, quel que soit ce qui est en train de se... N'oubliez surtout pas que les militaires aussi qu'on déploie dans la rue sont aussi fatigués. Ils sont d'abord consignés, ils sont fatigués, et eux aussi, ça fait monter la tension chez eux. Et donc, à un moment donné, quelque chose quelque chose va bouger. Donc, moi, je pense que cette stratégie du pouvoir, c'est une stratégie qui consiste à gagner du temps, mais le temps ne leur fera pas sortir d'affaire. Voilà. Abi Alpha. Oui, je crois bien que les années... À chaque fois que l'opposition programme des manifestations aujourd'hui, on est certain qu'elle ne tiendra pas. C'est-à-dire que les forces de sécurité vont boucler les coins et tout. Est-ce qu'il ne faut pas trouver autre chose aujourd'hui? Non, il faut d'abord dire que cette fameuse acceptation de la manifestation, des manifestations qui se programment depuis quelque temps, ne sont qu'une façon de retirer par la gauche ce qu'on remet par la droite. Vous n'êtes pas sans savoir que les quartiers supposés être mobilisateurs
de la capitale sont prises en otage par l'armée, la veille même de choses. Parfois, les jours qui précèdent les manifestations sont arrosés, les nuits sont arrosées de rafles et tout ce que vous savez pour, n'est-ce pas, saper le moral aux populations. C'est carrément une façon de dire non, vous n'allez pas manifester. Nous avons l'armée, nous allons vous tenir en étau, vous ne pourrez rien faire et ils sont en train d'essayer, on va voir jusqu'où ça va les conduire. Non, mais ça marche. Maintenant, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu sais, la dernière fois, mais actuellement, l'image que ça reflète du régime et de l'usage qu'il fait de son armée, de l'armée qui appartient à toi et moi, est-ce que tu penses que politiquement c'est une bonne chose? Je ne crois pas que ça capitalise pour eux. Donc, quand je disais que c'est une façon délibérée de refuser la manifestation, parce qu'entre-temps, ils savent que si Karma, ils disent non, vous n'allez pas manifester, dans certains milieux, ça ne va pas leur faire que donc, ils disent nous avons accepté, mais voilà. Quand tu vois ce qui s'est passé la dernière fois, le jour d'avant-hier, au niveau d'Agoy, souvent les manifs sont précédés d'une caravane. Les jeunes se retrouvent, ils parcourent une ou tous les quartiers de la capitale pour annoncer, n'est-ce pas, la marche. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Agoy? Les gens ont fait leur manifestation, il n'y avait aucun problème, leur caravane. Ils finissaient presque quand, parmi les caravaniers, un a tiré. On ne sait pas si c'était un pétard, si c'était un jouet, si c'était un revolver, mais deux coups de tir sont partis de la caravane et ça a donné l'argument aux militaires de venir disperser et de commencer par faire du désordre qu'ils ont fait la veille de la dernière manifestation. Donc, on était mardi. Exactement, ça comprend carrément que le régime a ressuscité ces façons de faire infiltrer les manifestants par les milices. Parce que le lendemain, on a vu les milices dans les pick-up blancs. J'ai les numéros ici, ils étaient pleins, ils parcouraient les quartiers, armés, en civil, ils laissent leur matériel de travail par terre. Pourquoi est-ce que vous dites que ce sont des miliciens? Mais c'est puisque parfois c'est des jeunes qui sont dans les quartiers qu'on connaît. Mais si, on sait que... Soit c'est des policiers ou des militaires on sait qu'au besoin, ils utilisent aussi une partie de l'armée qui est en civil, on sait ça, mais... Une bonne partie des miliciens, c'est des jeunes qui sont dans les quartiers que tu partages, avec qui tu partages le quotidien tous les jours. Donc les gens les connaissent. Donc ils ont parcouru le quartier. Vous n'êtes pas savoir que pendant les nombreuses marches, on a pris plusieurs miliciens, on les a désarmés. Les manifestants les ont désarmés, ils les ont remis avec leurs armes. Soit c'est des couteaux, soit c'est des armes, des revolvers. On les a remis aux forces de l'ordre plusieurs fois. Les vidéos sont là. Personne ne me dira que je suis en train de me faire des illusions. Donc ils sont en train de ressusciter ça, ils se disent que ça va marcher. Tu sais, il y a un adage qui dit que quand l'âne veut terrasser son maître, le maître ne voit pas ses oreilles. Tu sais que l'âne est un animal très têtu. Quand il décide de faire le têtu, c'est difficile de le maîtriser, mais la partie de son corps par où il est un peu sensible, c'est les oreilles. Donc ceux qui le maîtrisent bien, ils le connaissent. Quand il commence pas à faire trop de bruit, on le tient par les oreilles, il se calme, il revient à de bons sentiments et la route continue à travailler le sable. Mais très souvent, quand c'est dit que vous devez tomber, quand c'est dit que vous devez tomber, au moment où il commence pas à faire du bruit, vous n'allez pas avoir ses oreilles pour détenir. Donc vous allez tomber face aux difficultés actuelles, face à ce blocage. Je dis bien, est-ce que politiquement, ceux-là qui utilisent l'armée de cette façon, l'armée que nous avons équipée, toi et moi, par rapport à tout ce que les Togolais paient, l'armée a équipé, l'armée est payée pour ça. C'est pas M. Faure Gnassingbé qui a cultivé dans un champ pour trouver l'argent du métayage pour payer l'armée. C'est notre argent qu'il utilise de cette façon. Tu penses que c'est une bonne image à l'extérieur? Tu penses que c'est une bonne image pour lui-même, sa politique? Donc, si il pense que... Le débat, il demande, je pose la question clairement. Il dit, face à ce à quoi on assiste aujourd'hui, l'opposition annonce des manifestations, les coins sont bouclés, ça empêche donc la tenue effective des manifestations. Face à ça, l'opposition, elle doit faire quoi? Le bras de fer continue. Le bras de fer continue. Le bras de fer continue. À un moment donné, il y a eu des bras de fer plus durs que ça, mais ça a fini par se décanter, ça c'est clair. Actuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'acceptent même pas. Ils disent que c'est une question d'itinéraire. C'est faux, c'est un faux débat. Même les quartiers d'où les mobilisations quittent, c'est-à-dire les mobilisateurs quittent en nombre, on les boucle.
On ne vous laisse pas vous retrouver à 2-3, même pour aller faire un 100 pas quand vous accompagnez 3-4 jeunes, on vient, on tire le premier gaz tombe entre vous pour empêcher tout début du rassemblement. Alors qu'il faut bien que les gens quittent un lieu, leur habitat, pour arriver à un lieu de départ avant qu'on ne parle d'itinéraire. Ici, les gens ne veulent pas, ils n'acceptent pas. C'est pourquoi ils précèdent les marches des rafles. Très bien. Écoutez, et puis on a vu samedi passé, la commission de la CEDEAO qui a rencontré les acteurs politiques. Mais oui, mais si tu permets, Eric, bon, parlant de l'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté quand même, puisque après plusieurs échecs par rapport aux marches, aujourd'hui, on parle plutôt qu'animer la rue, on dit de la déserter avec le mot d'ordre Togo mort qui est appelé. Ça peut être aussi une stratégie, puisque dans tous les cas, l'objectif... Est-ce qu'elle sera payante? Oui, puisque à un moment donné, vous avez vu après le 19 août et tout ce qu'on a connu, à un moment donné, et tout ce que l'opposition réclamait, elle n'avait rien eu, mais les gens brandissaient quand même, levaient les mains vers le ciel pour dire nous avons réussi à coincer l'économie. Et donc, aujourd'hui, si le gouvernement trace des itinéraires, c'est justement pour des raisons économiques, parce qu'ils estiment que plusieurs fois, avec les itinéraires empruntés, l'économie a souffert. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent nous avons réussi quand même à asphyxier l'économie togolaise. Et donc, ils savent si les itinéraires traditionnels sont toujours empruntés, naturellement, ça va encore affecter l'économie. Mais maintenant, ils ont réfléchi autrement. Alors, s'ils n'arrivent pas à utiliser les itinéraires qui leur permettent quand même de bloquer toutes les activités, surtout au niveau de la capitale, c'est de tenter l'opération Togo mort. Et généralement, quand on entend mort à côté, il y a aussi des gens pris de psychose qui vont pas sortir pour aller à leur activité. Donc, ils peuvent atteindre leur même objectif au lieu de montrer que nous avons... je sais pas, 1 million de personnes que nous mettons dans les rues, ils peuvent dire, nous sommes capables de dire à 1 million de personnes de ne pas sortir et ils vont le respecter. Et moi, je crois que ça va conduire au même résultat. Maintenant, on attend pour voir quel sera le résultat de ce changement du fusil d'épaule par rapport au Togo mort. Avant de continuer, Ferdinand, ce genre d'initiative, en réalité, est-ce que ça contribuera à quelque chose? Togo mort, par exemple. Non, l'opposition utilise... On a en même temps le sentiment que l'opposition se cherche. L'opposition utilise les armes qui sont à sa disposition, les armes légales, oui. Voilà, qui sont à sa disposition. C'est les manifestations de rue qui sont en train d'empêcher, qui sont autorisées normalement par la Constitution. C'est les activités comme Togo mort, c'est les meetings. À moins que des gens leur proposent d'autres méthodes. Voilà, donc ils utilisent les méthodes qui sont légales que la Constitution autorise. Donc maintenant, moi je dis, c'est pas parce qu'on interdit ou on étouffe que la contestation n'est pas réelle ou le rejet n'existe pas. Le rejet est là, parce que si vous gouvernez un pays et que vous êtes obligé de mettre en état de siège des villes entières pour empêcher les gens de sortir, c'est que vous êtes conscient que quelque part, votre régime est rejeté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas en sortant les militaires, en prenant l'assaut la veille, les points de rassemblement, en faisant les rafles. L'opposition a suffisamment montré durant ces derniers mois que le pouvoir ne gouverne pas bien. Oui. Si c'est pour montrer cela à la communauté internationale, on le sait déjà. Oui, ce n'est jamais... Alors, pourquoi est-ce qu'il faut persister là-dedans? Ce n'est jamais assez quand on n'a pas atteint... je ne sais pas comment dire... L'objectif non seulement l'objectif, mais l'épreuve ultime. Parce que les manifestations, c'est pour arriver à quelque chose. C'est pour obtenir quelque chose. Donc, on ne peut pas... C'est là où... Moi, je reviens toujours en disant, il y a eu une erreur qui a été commise. On le dit parfois, quand on le dit, il y a des gens qui ont les nerfs à fleur de peau. C'est cette histoire d'avoir laissé les manifestations au cours de dialogue. Pour dire, oui, on laisse tomber les manifestations. Tout est parti de là. Il faut que les gens, à un moment donné, acceptent parfois les erreurs qu'ils commettent en disant, mais on s'est mal pris. On s'est véritablement mal pris. Et donc, c'est dans ça que le régime a profité pour s'engouffrer. Pour reprendre la situation et étouffer les choses. Si les manifestations continuaient pendant qu'il y avait le dialogue, aujourd'hui on n'en serait pas là. Vous voyez. Et donc, oui, on n'en serait pas là. Donc moi je pense que maintenant qu'on est face à une situation nouvelle,
il n'y a jamais de situation sans solution. Il faudra toujours réfléchir à trouver une solution pour avancer. Voilà. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ferdinand par rapport à l'arrêt des manifestations durant le dialogue, parce que Ferdinand lui-même a écrit dans son journal, avant même le dialogue, pour dire que finalement les manifestations devenaient une routine, que les gens marchaient, ils allaient d'un point de départ à un autre, ils revenaient, et finalement on n'avait rien. Oui, mais j'ai pas dit d'arrêter. Non, c'est l'impact, parce qu'à un moment donné... Non, je me rappelle que l'alternative disait qu'on ne peut pas mettre je n'ai pas dit... Oui, je n'ai pas dit qu'il a dit d'arrêter. Mais c'est-à-dire avant le dialogue, on a constaté qu'il y avait quand même une certaine monotonie en ce qui concerne les manifestations qu'on organisait. C'est-à-dire que c'est toujours on quitte, on prend le tramway et puis bon, on descend à un point, on revient et tout cela, et ça devenait un peu monotone. Et à l'époque, le débat c'était de voir, mais quand vous mettez les gens dans la rue, au finish, c'est quoi vous avez comme résultat? Il faut comptabiliser. Il faut capitaliser, faire plus ou moins tirer bénéfice de cela. Et bon, il y avait quand même cette impression que sortir marcher dans la rue comme si on allait à un carnaval ne donnait pratiquement rien. Alors maintenant, au cours du dialogue, je ne pense pas. C'est-à-dire que les marches avaient commencé par perdre un peu de leur saveur, avant même le début du dialogue qui a finalement, où on a dû arrêter. Donc aujourd'hui, moi je crois que le vrai problème, c'est que bon, même quand on revient à ces manifestations et quand on dit les forces de l'ordre, oui, je ne suis pas là pour défendre l'attitude des forces de l'ordre, mais il faut dire que quiconque est au pouvoir utilise toujours les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre sont au service de généralement les institutions de l'État, et la présidence et autres, c'est une institution. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir que le même débat a lieu dans certains pays également de la sous-région aujourd'hui, où on critique un peu l'attitude des forces de l'ordre par rapport à la gestion des manifestations. Le dernier cas, c'est celui du Mali. Et donc, ce n'est pas vraiment une question de Faure Singbe, parce que même si c'était Abiy Alpha qui était au pouvoir et des choses comme ça se passent, il va forcément utiliser l'armée. Mais maintenant, dans l'usage de l'armée, il peut y avoir des dérapages, et ça, il faut le regretter. Mais quiconque est à la tête d'un pays, naturellement, utilise tout ce que le pays ou la loi met à sa disposition pour la gestion des manifestations. S'il vous plaît, Ferdinand, s'il vous plaît. Je pense que les gens nous ont dit ici que c'est de la routine, c'est déjà vu, que entre-temps les gens marchaient des années durant, ça n'a accouché de rien, que ça va être le bis repetita. Sauf qu'actuellement, ils ne veulent pas laisser les gens continuer avec du déjà vu, puisque ça ne donne rien. Pourquoi? C'est leur stratégie. Non, ça donne, ça asphyxie l'économie. S'il vous plaît. Ça, ils l'ont reconnu. Ça asphyxie l'économie. Mais ça n'a pas fait partie forte. C'est la différence. Je veux dire aussi que quand on accouche des morts-nés, on ne se plaint pas au coche-corps. Parce que les gens ont déjà mis à genoux leur économie avant que les manifs ne commencent le 19 août passé. Donc si les gens font ce bilan, les manifs ont terrassé l'économie comme elle était déjà à genoux. Donc c'est un peu ça qui est le problème. On nous a dit que ça ne donne rien, il faut les laisser tomber. Quand ils vont battre les pavés, ils en auront assez et puis c'est fini, chacun va retourner au point de départ. Maintenant, comme c'est comme ça, qu'est-ce qui vous amène à prendre en état de siège, je dirais même 4 villes? Parce que la ville de Kara actuellement n'est pas moins une ville en état de siège. Si vous pensez que vous avez donné du paradis aux Togolais, vous avez partagé de l'or aux Togolais, que actuellement tout le monde doit se couvrir de poussière quand vous passiez, mais laissez les gens manifester. Et que demain, comme vous avez l'habitude, vous aussi vous sortez vos gens. Qu'on voit qui est capable de quoi. Entre-temps, quand l'opposition bat le pavé, le lendemain, vous allez voir l'autre camp faire chose. Est-ce que tu vois ça encore? Malgré toutes les stratégies qu'ils font, les impôts, tout ça là, on a beaucoup débattu. Donc moi, s'il vous plaît, moi je pense que les gens se voient dos au mur. On va continuer le débat, on revient juste après. Taxi FM 93.1. Tour en studio avec Ferdinand Haïté, Fabrice Petizi, Abiy Alpha. Abiy, vous avez la parole, juste encore pour une minute, je donne la parole à Fabrice Petizi, on passe à un autre sujet. Oui, donc je terminais sur ce point en disant que puisque les gens pensent que ça ne donne rien, qu'on laisse les autres, n'est-ce pas, s'amuser avec
leur sport de distraction. Mais quand on prend en otage la ville de Sokodé, la ville de Bafilo, la ville de Mango, où actuellement au moins 500 personnes sont à Tcheriponi du côté nord-est du Ghana, et je suppose encore la ville de Sokodé où depuis là aucune manifestation n'a été autorisée. La seule fois qu'il y a eu une manifestation autorisée, c'était une manifestation du parti au pouvoir, sauf que les gens sont sortis, c'est devenu une manifestation mi-figue mi-raisin, un camp qui demandait une chose, l'autre camp qui demandait autre chose, et finalement les gens se sont dit on n'aurait pas dû. Donc la ville de Kara aussi, il ne faut pas qu'on l'ignore, est aussi en état de siège, et il ne faut pas qu'on fasse c'est-à-dire qu'on se cache derrière les réalités. Et pour les tronquer, elle ne peut pas être tronquée parce qu'actuellement, il y a les gens qui nous écoutent à Kara, ils savent de quoi il est question. L'autorité sait ce qu'elle a fait actuellement à Kara pour qu'il n'y ait pas de manifestation. Donc, laissez les gens continuer, mais vous ne pouvez pas. Un Togo qui appartient à tout le monde. Hier, quand le PNP, le 19, avait initié ses marches. La marche devait quitter Aguaï, parcourir le boulevard que vous connaissez pour aller au point de chute. Vous avez Digniette, vous avez changé d'itinéraire. Après, maintenant, ça ne vous arrange pas. Vous dites, ce n'est plus ça. Un troisième itinéraire aujourd'hui, vous les envoyez à Hébert. Demain, vous allez leur dire d'aller manifester sur les champs des phosphates. Mais le Togo, ce n'est pas le champ ce n'est pas un héritage de quelqu'un, contrairement à ce que certains croient, quoi. Alors, on va tout à l'heure évoquer le cas de la rencontre qui a eu lieu samedi à Lomé entre la classe politique, beaucoup plus entre le gouvernement. Je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas, entre le gouvernement, la coalition et le parti unir. Vous avez la parole maintenant, Fabrice, et donne la parole ensuite à Ferdinand. Non, j'aimerais revenir un peu sur le cas de manifestation pour dire que généralement, lorsque vous voulez lancer des assauts contre un adversaire, en stratégie de guerre, il faut évaluer un peu les forces. Sa capacité, ses forces et ses stratégies. Alors, depuis le 19, il faut reconnaître que le gouvernement se comporte comme le pouvoir en place se comporte comme un chat échaudé. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à régler l'affaire tout de suite et l'ennemi est averti, comprenez qu'il va prendre des dispositions. Et maintenant, quand il prend des dispositions, vous aussi, il va falloir réfléchir à des dispositions pour contrecarrer le dispositif qui est mis en place. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, quand j'entends les gens parler, c'est comme tu as en face de toi un adversaire, tu lui dis, bon, vous voyez les gens, vous voyez les discours, nous allons sortir, tel va quitter le pouvoir, on va chasser tel du pouvoir et tout cela. Alors vous dites ça à quelqu'un et vous croyez que lui va croiser les bras pour vous regarder faire. Non, il ne va pas croiser les bras. Et donc naturellement, quand il ne croise pas les bras, il va déployer sa stratégie, quitte à vous également de déployer une stratégie pour pouvoir le contrecarrer. Alors aujourd'hui, on a vu dans des pays où des marches ont été interdites, mais les gens ont réussi quand même à atteindre leur objectif. Si vous ne parvenez pas à atteindre, vous pensez que si, comme les gens le disent, si tous les Togolais sortent vraiment dans la rue, vous pensez que l'armée peut faire quelque chose? Alors s'il continue toujours pas à prendre le dessus, moi je crois qu'il y a un problème quelque part. Parfait. Ferdinand. Non, moi je voulais juste rebondir sur ce que Fabrice avait dit, que je trouve un peu... je ne sais pas si c'est lorsqu'il dit que le pouvoir utilise les forces de l'ordre, l'armée, que si quelqu'un d'autre est là-bas, peut utiliser l'armée ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que la Constitution fixe le cadre réglementaire de l'utilisation des forces de sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez. La Constitution fixe le cadre réglementaire de l'usage de la force publique. Et aujourd'hui, on n'est pas dans on ne respecte pas ces dispositions constitutionnelles. Quel est ce cadre réglementaire? Mais on sait ce que la gendarmerie et la police doivent faire. Oui. On sait ce que l'armée doit faire dans un pays. C'est réglementé dans la Constitution. Aujourd'hui, par exemple, les militaires ne peuvent pas réguler. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise les militaires pour frapper les gens dans les manifestations, est-ce que c'est constitutionnel? C'est légal. Lorsqu'on rafle les gens, on prend les femmes enceintes qui vont accoucher dans les gendarmeries pendant qu'ils sont détenus. C'est réglementé. Mais vous n'avez pas appris qu'une femme qui a accouché quand ils ont fait les rafles, est-ce que c'est réglementaire lorsqu'on rentre dans les maisons des gens pour les frapper? Est-ce que c'est réglementaire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bon, on utilise les forces de l'homme. Est-ce qu'on utilise les forces de l'ordre réglementairement? Vous avez vu tout le débat qu'il y a eu depuis quelques jours au Mali. Oui, bien sûr. Quand on a utilisé la force contre les manifestants,
Vous avez vu comment ça se passe. Actuellement, il a fallu des gens pour intervenir. Le gouvernement même a compris que mais ils sont allés trop loin. Parce qu'il y a un cadre dans lequel vous ne devez pas sortir. Et donc ici, on ne respecte rien. Les forces de l'ordre rentrent dans les maisons des gens, frappent les gens, enlèvent les gens. La nuit, on dit bon, sous prétexte d'un contrôle de routine, on rafle les gens, on va les mettre à la gendarmerie. La nuit, on les arrose de l'eau. C'est une torture pour les empêcher de dormir. C'est une torture à la nord-coréenne. Parce qu'on vous laisse sur un terrain, on vous arrose d'eau. Vous avez vu toute la nuit, vous avez vu tous les témoignages que les gens qui sont sortis à la gendarmerie ont dit. Ça, c'est les méthodes qu'on a pratiquées à l'ANR. On vous arrose de l'eau pour que vous n'arrivez pas à dormir. C'est une torture. Est-ce que ça, c'est réglementaire? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que quand on ramasse les gens dans les rues, parce que vous n'avez pas de carte d'identité, on ne voit pas votre couleur politique, on ne voit pas votre couleur ethnique, on rafle les gens. Et on a raflé des gens? On a raflé les gens comme ça. Et les gens nous ont réveillés la nuit pour dire que leur bonne a été pris, leur petit frère a été pris, ils sont ici, tout ça. Et donc, c'est ça que nous dénonçons. Pour que demain, ces gens de dérive ne touchent pas les innocents. Parce que moi, je suis d'accord que dans tous les pays au monde, même dans les pays démocratiques, lorsqu'il y a une manifestation, il y a des forces de l'ordre pour faire la sécurité, pour encadrer. Même en France, on voit comment ça se passe. Mais lorsque ces forces de l'ordre sortent du cadre réglementaire, ça pose un problème. Il y a un débat. Mais c'est surtout encore plus lorsqu'on utilise l'armée. Les militaires qui n'ont pas la responsabilité ou même qui n'ont pas les prérogatives de maintien d'ordre pour réprimer les manifestations, ça c'est une violation de la Constitution. Et puis quand tu vois... Oui, j'ai été interpellé, on me prête des intentions et souvent je ne laisse pas passer, surtout quand je suis présent. Alors, j'ai dit ici, avant de commencer mon propos, que je ne suis pas là pour défendre les dérapages ou du moins les conséquences liées à l'usage de l'armée. Mais j'ai dit et je répète que dans tous les pays au monde, les forces de sécurité sont sous les ordres des institutions. Et c'est pour cela que je dis que quiconque est au pouvoir aujourd'hui va utiliser les forces de sécurité pour faire régner l'ordre et autres. Mais je ne suis pas allé sur le terrain du genre, est-ce que ce que... réglementaire ou non? Non, oui, c'est-à-dire que est-ce que quand les gens vont dans l'exercice de leurs fonctions comme gendarmes ou policiers, est-ce qu'ils le font bien ou pas? C'est pour cela que je ne suis pas allé dans ce détail. Je me suis arrêté au fait que les forces de l'ordre et de sécurité sont au service des institutions de la République. Et donc c'est pour cela, demain, aujourd'hui, s'il y a des rapages par rapport à l'usage des forces de l'ordre, demain, s'il y a quelqu'un qui doit répondre, c'est ceux qui étaient à la tête de certaines institutions qui ont plus ou moins l'emprise sur les forces de sécurité. C'est eux qui vont répondre. C'est pas forcément les gens des rangs. Et donc, il faudrait qu'on replace exactement mes propos. Merci dans beaucoup, Fabrice. Pour n'est-ce pas terminer avec ce que Ferdinand a dit, il y a une méthode qu'ils utilisent dont les gens ne parlent pas assez. C'est que quand ils prennent les gens après les rafles, que ce soit ceux qui sont pris avec leur voiture personnelle là, ou bien du transport commun, ou bien que ce soit ceux qui sont pris sur des engins roulants à 2 roues, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, eux-mêmes, ils sont vite libérés. 2-3 jours après, ils retournent chez eux. Mais on garde leurs engins. Beaucoup d'engins disparaissent. Mieux, ce que les engins qui ont eu la chance d'être restitués à leurs propriétaires sont endommagés. Ils mettent du sel dans les réservoirs, dans le moteur des engins, de façon à ce que tu ne puisses jamais utiliser. Même les voitures. Moi, je connais un ami, je ne vais pas, ce n'est pas un secret, c'est le tout récemment l'américano-togolais qui a été arrêté et libéré. Sa voiture, on a mis du sel dans les réservoirs, dans le moteur, pour ne pas faire couler le moteur. Et on a coupé tout le système électrique de façon à déprogrammer totalement la voiture. Actuellement, je ne sais pas si tu peux encore récupérer cette voiture. Voilà les méthodes de guerre. C'est-à-dire, quand on était encore petit, on parle de la razzia. Quand une armée prend un territoire, quand on prétend être dans un pays démocratique, il faudrait également que le discours également varie du côté de l'opposition. Je ne sais pas si c'est les militants ou autres. Quand vous, à la veille d'une manifestation,
manifestation. Vous laissez vous crier à qui veut l'entendre que vous voulez aller déloger le président. Aujourd'hui, vous allez le chasser et autres. Mais attends, ne soyez pas surpris que sur votre passage, vous retrouvez un dispositif. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on déloge un chef d'État avec les mains nues? Non, on ne déloge pas un chef d'État avec les mains nues. Donc, quand vous avancez vos prétentions, et en fonction de vos prétentions, on vous met les moyens en face. Mais que les gens sachent c'est ça qui est dommage. Que les gens sachent que ce n'est pas une rébellion qui est en train de chasser. Oui, ça c'est toi qui le dis. C'est une population togolaise. Oui, ça c'est toi qui le dis. Depuis que ça a commencé, M. Fognassou n'a pas pu nous démontrer que quelqu'un a traversé la frontière pour venir l'attaquer ici. Ce sont ces Togolais. Les gens de Kara, Mango, Sokodé et Bafilosi sont les Togolais reconnus comme tels, vous et moi. Donc, on ne peut pas utiliser les méthodes de guerre comme si quand une armée occupe un territoire, il faut qu'elle empoisonne les puits. Il faut que, c'est-à-dire la méthode des terres brûlées. J'ai cherché le mot. C'est la stratégie des terres brûlées pour, n'est-ce pas, saper le moral. Les gens se trompent. Merci beaucoup, bien fait. Non, attendez, je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Lié toujours à la politique togolaise. Mais aux États-Unis, les gens manifestent tous les jours depuis un certain temps pour demander à Donald Trump de partir. Ils disent qu'ils vont le faire partir. Est-ce que pour autant l'armée américaine prend les gens, coule leur moteur, met du sel dans leur voiture, tabasse les gens? Non, ils ont une manière de manifester. Quand tu prends les États-Unis, quand tu prends les États-Unis, Ferdinand est là, il écoute ce qui se dit. Il écoute ce qui se dit sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Mais si le lendemain, ça dit quand vous menacez la veille, quand vous menacez la veille et le lendemain on se rend compte qu'avec tout ce que vous disiez là, ce n'était vraiment pas ça. Pourquoi vous pensez, pourquoi vous ne voulez pas que l'autre prenne des... Quand tu me dis que demain tu vas finir avec moi, est-ce que le lendemain tu dois être surpris que je prenne des dispositions pour que tu n'en finisses pas avec moi? Mais si après je me rends compte que tout ce que tu disais là, ce n'est que de la part... C'est du vent. C'est du vent. Est-ce que ça justifie le fait qu'on arrête les gens, qu'on les mette à la gendarmerie, qu'on les arrose de l'eau, qu'on coule les moteurs de leur voiture? C'est pour cela que j'ai dit les dérapages dans l'usage des forces de l'ordre. Si ça existe, il faut dénoncer naturellement. Alors, que peut faire la CEDEAO prochainement par rapport à la crise togolaise? Visiblement, elle semble prendre le contrôle de la situation puisqu'elle a entamé des négociations directes. La dernière fois, la commission de la CEDEAO à Lomé a rencontré les leaders de la coalition avec aussi le gouvernement et le pouvoir, disons le parti au pouvoir, tous séparément. Est-ce qu'on peut attendre des choses de la CEDEAO? Je commence par vous, Ferdinand. Je crois qu'au dernier sommet à Lomé ici, il s'est passé pas mal de choses, des choses que les gens n'ont pas voulu même dire. Je pense que ils ont fait le constat qu'on n'a pas avancé au niveau de la facilitation avec le président du Ghana. Et il a été décidé d'adjoindre à cette médiation le président guinéen. Sauf que depuis ce dernier sommet-là, les lignes n'ont pas véritablement bougé. On n'a pas vu revenir ici le président ghanéen ou le président guinéen. Mais ces derniers temps, on a vu la commission de la CEDEAO très active qui est arrivée, qui a consulté l'ensemble des protagonistes, pouvoir, opposition. Je ne sais pas s'ils ont consulté la société civile, je n'ai pas eu... j'ai pas suivi tout ça jusqu'au bout. Maintenant, eux, ils iront faire un rapport parce qu'il y a un sommet des chefs d'État dans quelques semaines. D'ici la fin de ce mois. Je crois que c'est le 30 juin, je crois, à Abuja. Et donc, ils iront faire un rapport. D'ici là, peut-être les lignes vont évoluer. Donc, ils sont venus, selon moi, en mission d'écoute. Écouter les protagonistes. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déjà au courant des problèmes. Mais comme le problème leur a été rétrocédé de manière formelle, c'est normal qu'ils viennent écouter l'ensemble des acteurs pour aller rendre compte au prochain sommet des chefs d'État. Bon, on attend de voir quelle feuille de route sortira de cette discussion. Est-ce que ce n'est pas... Attendez, Abiy Alpha, excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas l'expression, pour dire que vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes chez vous, on vient, on vous impose des choses. Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on doit s'attendre désormais, Fabrice? Oui, mais je crois que c'était le message lors du dernier sommet extraordinaire à Lomé, c'est-à-dire que avec un facilitateur, ça n'allait pas. Maintenant, il y a une certaine médiation. Je crois que c'est la différence entre la médiation et la facilitation. Le facilitateur peut essayer de rapprocher les protagonistes pour créer un cadre afin qu'ils puissent discuter. Mais les médiateurs, au cas où vous ne vous entendez pas, ils peuvent même vous imposer une feuille de route. Donc, je crois que le langage était clair depuis le dernier sommet de la CEDEAO. Mais là, depuis ce temps aussi, on s'est dit que peut-être qu'il devait y avoir encore un round de dialogue pour voir si les Togolais peuvent régler leurs affaires entre eux.
Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu un rendez-vous. Mais les dernières rencontres présagent quand même d'un prochain round. Mais par rapport au son de cloche que nous avons d'un camp à un autre, on a l'impression que rien n'a évolué dans les positions des uns et des autres. Chacun reste arc-bouté. Donc la CEDEAO peut nous imposer des choses. Chacun reste arc-bouté sur ses positions. C'est vrai que du côté de l'opposition, on ne parle plus de démission du chef de l'État, mais on parle d'une transition qui va pratiquement l'amener à croiser les bras. Et du côté du pouvoir, on n'est pas prêt à brader un mandat qu'on estime avoir obtenu du peuple. Donc, eu égard à cette situation où on a l'impression qu'on a des positions irréconciliables, naturellement, on tend vers une solution CEDEAO, parce que le prochain round de dialogue, sauf miracle, est bien parti pour échouer. Et lorsqu'il aura échoué, je crois que le prochain sommet, les médiateurs et puis la commission de la CEDEAO vont réfléchir à une feuille de route qu'ils vont essayer d'imposer au Togo et qui prendront des dispositions pour que ça soit exécuté dans les faits. Est-ce que ce ne serait pas en ce moment l'échec de la classe politique en réalité? Une crise qui naît dans le pays, depuis presque 10 mois, on n'a pas arrivé à régler le problème et c'est d'autres personnes qui viendront nous imposer des choses. Est-ce que ce n'est pas grave ça? Oui, bon, c'est regrettable. C'est regrettable que ce soit ainsi, mais bon, il faudrait également supporter cela, parce que vous rendez compte que en réalité, quand vous prenez l'accord politique global, il s'était déroulé sur 2 phases. D'abord, les Togolais entre eux. Oui. Et puis après, ils ont sollicité l'appui d'un facilitateur. Alors, je crois qu'au départ, c'était le schéma dans lequel le gouvernement était. Lorsqu'on convoquait les gens à venir échanger, voir comment on va organiser notre dialogue. Et à l'époque, bon, je crois que par rapport peut-être au fait passé, l'opposition a estimé que une rencontre convoquée par le gouvernement ne donnerait rien. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, la lettre de Maître Agbouibo a son sens. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que les Togolais discutent et au cas où on ne s'entend pas, on fait recours au facilitateur. Mais ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui aussi, vous voyez, c'est comme on dit souvent, quand vous êtes dans une cour commune et tu frappes ton enfant dans ta chambre, bon, les gens peuvent à un moment donné se taire et dire que tu gères les affaires dans ta famille. Mais à un moment donné, si on se rend compte que ce que tu te fais dans ta chambre peut déranger les voisins, souffrir quand quelqu'un vienne cogner à ta porte pour dire, bon, si tu n'arrives pas à gérer, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Et malheureusement, c'est la situation dans laquelle la classe politique togolaise est en train de se retrouver. Est-ce qu'il ne faut pas redouter cela, finalement, Abi Alpha? Oh, pourquoi redouter? Je crois qu'entre Togolais, ceux qui estiment qu'il faut faire confiance aux Togolais, entre eux, doivent aussi apprendre à compter le nombre de dialogues qui ont déjà été égrenés et qui n'ont accouché de rien et qui ne continuent pas à permettre à la dictature de se muscler, de faire ce qu'elle est en train de faire. Moi, je pense que la dernière fois, il a eu d'abord le Ghanéen qui pilotait. Après, il a eu un renfort du Guinéen. Et tous deux ont disparu. À un moment donné, le Ghanéen a même eu le temps d'aller passer ses vacances en Angleterre. Certains diront que le premier Togolais ne peut pas l'empêcher d'aller quand même jurer de son droit de président qui peut aller en congé. Mais cela disait aussi, d'une façon indirecte, ça donnait des signaux. La dernière fois, il est fatigué de nous. Non seulement il est fatigué, c'est une façon vraiment de dire qu'on n'a pas que ça à faire et que nous avons fait ce que nous pouvons faire. La CEDEAO va s'en occuper. La dernière fois, la présence ici du président de la commission de la CEDEAO, le ministre des Finances, c'est ça, le ministre des Finances ivoirien. Après ce long absence sur l'absence des deux chefs d'État, ça disait tout. Moi, je peux même dire que c'était une forme de passation de service entre les deux médiateurs, eux et la CEDEAO, parce que autour de la table, beaucoup de choses ont été lâchées. Ils ont parlé aussi de la feuille de route. Donc moi, je pense que, par exemple, si vous prenez le schéma guinéen, comment ça a été réglé? Au fait, au moment où on mettait sur pied on commençait à régler le problème de la Guinée-Bissau, c'est à Alpha Condé qu'on a remis et il a essayé de faire ce que le Ghana a fait vainement ici. Il n'a pas pu et
s'est retourné à la présence de la commission de la CEDEAO, à l'époque détenue par Marcel de Sousa, qui est le bénino-togolais, notre beau-frère. Donc, lui, il a géré le dossier. Quand il a fini, il a fait des propositions de sortie de crise en 2 volets. L'imposition d'un premier ministre issu des rangs de l'opposition au président guinéen, Bissau-Guinéen. On avait proposé 3 personnes, parmi lesquelles il avait l'habitude de choisir un, ce qui a été fait. Et puis, on a fait des sanctions ciblées à 19 personnes qui sont censées être des irréductibles qui ne font pas avancer la crise. Donc, quand la présidente de la commission de la CEDEAO a fini son travail, elle a le remettre régulièrement au président de la CEDEAO qui était Faure Gnassingbé. Et vous avez vu à l'époque comment nous avons fait du tapage médiatique diplomatique ici pour vanter cette sortie-là. Donc c'est M. Faure Gnassingbé qui est allé maintenant imposer la feuille de route à la Guinée-Bissau. Et actuellement, ils sont en train de sortir parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée-Bissau, c'est un pays où, à un moment donné, en l'espace d'une année, on a connu au moins 4 premiers ministres, alors que c'est un pays qui raffole de coups d'État. Donc la CEDEAO craignait que ça pète et que l'odeur puisse traverser les frontières. Donc aujourd'hui, ce que nous avons aidé les autres à faire, souffrez qu'on va nous le faire. Que dire qu'on n'a pas pu régler nos problèmes, que la CEDEAO, qui, si elle laisse la situation pourrir au Togo, elle sera les premières actuellement. Vous pensez que c'est une joie pour les Ghanéens d'accueillir 500 Togolais au nord dans des écoles au nord est du Ghana? Non, actuellement ça les occupe, ça ne fait pas la joie à M. Faure Gnassingbé de voir une partie de sa population là-bas. Ça fait une charge inutile qu'on pouvait éviter aux Togolais. Donc si la CEDEAO se tait pour dire qu'on ne peut pas s'immiscer, alors que vous vous êtes retrouvés, vous êtes 15 ou bien 16 dans un truc qu'on appelle CEDEAO, pour que le vivre ensemble soit possible, pour que vous ayez une prospérité partagée et qu'à un moment donné, quelqu'un devienne une gangrène, un cancer, or qu'on sait qu'un cancer, quand il envahit un organe, il finit, il attame l'autre organe jusqu'à ce qu'il envahisse tout le corps et vous savez le résultat. Merci. Donc, sachez que la feuille de route va nous être imposée. La dernière fois dans notre dossier, je reviens encore que j'avais presque tout dit. Donc, c'est en tout cas les quelques bruits que moi j'ai à mon niveau. De l'autre côté, c'est vrai que beaucoup de choses vont se faire, mais que les gens, ceux qui pensent que on a l'armée, c'est fini, on a la situation en main, ils se trompent encore une fois, quoi. Abi Alpha, merci beaucoup, messieurs. On va passer à un autre sujet. Vous savez, le vendredi passé, avec une semaine, et toute cette semaine, avec les confrères, on en a parlé ici, les fondements du bâtiment du Grand Marché de Lomé, qui pose un sérieux problème quand même par rapport aux techniciens que nous avons, sur quels sont nous faisons nos bâtisses, quelles sont les garanties qui entourent finalement la construction des immeubles dans notre pays. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu, Ferdinand? Bon, ben, je ne sais pas trop. D'abord, Lomé n'est pas une zone où les immeubles poussent comme Abidjan, comme Cotonou, dans d'autres villes, Dakar, tout ça. On n'a pas cette tradition. C'est lié aussi un peu... notre culture? Pas à notre culture, c'est lié aussi un peu au système politique qu'on a traversé et puis toutes les dérives qui s'en ont suivi au temps d'Yadema. Et parce qu'à l'époque, vous construisez une maison, on vient demander où est-ce que vous avez trouvé l'argent, on arrêtait les gens et tout. Mais depuis un certain temps, certains ont pris maintenant... certains ont eu l'envie de remettre les immeubles en place, mais tout ça n'est pas suivi, parce que vous voyez, normalement, tout ça doit être réglementé. Celui qui veut construire un immeuble en pleine ville, sur une grande avenue, il faut forcément que cette personne, on lui impose par exemple un parking. Ça peut être un parking souterrain pour que la voie ne soit pas encombrée. Mais vous avez plein d'immeubles en ville, il n'y a pas de parking, il n'y a rien, parce que bon, le type a trouvé de l'argent, il va chercher un permis de construire, certains n'en cherchent même pas. Bon, il ne commence pas à construire, quel matériel il utilise, qu'est-ce qui se passe? Personne ne suit rien. C'est comme l'immeuble qui s'est effondré ou qui a failli s'effondrer, parce qu'il y a eu un affaissement, mais l'immeuble ne s'est pas totalement effondré. Oui. Mais quand vous voyez le matériel qui a été utilisé là-bas, mais les gens doivent être auditionnés. Les fers de 6,
services pour construire des immeubles, les bétons qui n'étaient pas suffisamment dosés et tout, parce que ça se voit quand il y a eu les fractures, vous voyez tout ça. Et donc, tous les services de contrôle du pays font quoi? Vous voyez plein d'immeubles qui poussent dans la ville. Ni la mairie, ni le ministère des Travaux publics, ni il doit y avoir des services spécialisés. Il y a des cas aujourd'hui au niveau de... Oui, il y a des cas. Les gens nous ont interpellés. Il y a 2 immeubles qui poussent là-bas. Les gens nous avaient même déjà interpellés avant même que l'immeuble du Grand Marché ne s'effondre. D'abord, en venant de la plage, en tournant juste le carrefour des Décons pour reprendre vers la Moutier, il y a un immeuble qui est en train d'être construit par une dame là-bas. Les travaux se font de façon approximative, mais l'immeuble là, je pense que ça va prendre 5 ou 6 étages ou 7. Mais les travaux se font de façon approximative, il n'y a pas de suivi. Les gens viennent aujourd'hui, ils mettent les fers, ils coulent, ils partent, d'autres viennent demain. Et pourtant, c'est un immeuble qui va prendre de la hauteur. Il y a un autre qui est en face, qui est en train d'être construit, mais qui devait faire 3 étages, ils sont au 6e. Donc, tout ça doit être passé au peigne fin par les services spécialisés. Parce que, voyez-vous, ce qui s'est passé au Grand Marché, si l'immeuble s'était vraiment effondré, en une période d'affluence, vous imaginez les dégâts qu'on devait avoir dans cet environnement. Donc, il revient au service de l'État. Les services de l'État, parce que la mairie est là. La mairie a des services techniques. Le ministère des Transports est là. L'ordre des architectes est là. Ceux qui délivrent les permis de construire sont là. Donc, il faut suivre tout ça pour que... Maintenant que les Togolais ont envie de construire des immeubles, parce que en réalité, la ville est maintenant étouffée, il n'y a plus d'espace, donc les gens prennent les choses en hauteur, il faut véritablement légiférer pour que ces genres de choses soient évitées et que, bon, on ne soit pas là un beau matin et puis on dit que tel immeuble s'est effondré, il y a eu des morts par-ci, il y a eu... N'oubliez pas que déjà, il y a eu quelques cas, par les années passées, où il y a un immeuble qui s'est effondré, un chantier à Didogomé. Oui, à Didogomé, il y en a à Mandaromé aussi. Donc, tout ça devait nous réveiller. Bon, maintenant qu'il y a des cas comme ça qui se présentent régulièrement, le gouvernement doit faire de la prévision. On doit activer les services techniques pour vérifier tout ça, pour éviter les catastrophes. Fabrice. Non, bon, effectivement, c'est un peu compliqué parce que je crois que tout se résume à cette question du permis de construire. Et je crois que peut-être avec les nouvelles dispositions, le nouveau code foncier... Oui, mais même à ce niveau, il y en a qui sont dubitatifs. Oui, par rapport à l'application. Oui, justement, on vous délivre le permis de construire, mais le reste, on ne contrôle pas. Oui, c'est-à-dire que quand vous prenez la façon dont le permis de construire fonctionne dans des pays où ça marche bien... Vous avez dit que c'est maintenant à moindre coût dans votre parution la dernière fois. Oui. C'est-à-dire que même quand vous voulez modifier votre bâtiment, vous devez avoir une autorisation. On n'est pas libre de le faire. On n'est pas libre de le faire. On est libre de le faire, mais il faudrait que les techniciens vous disent, voilà, cette modification-là, qu'est-ce que ça peut apporter du point de vue même de l'esthétique de la ville et tout cela et autres. Ah, ça c'est un autre élément. Oui, c'est important, puisque bon, une ville, c'est pas de façon anarchique, où vous allez voir un immeuble de... Quand vous allez à Venise, vous voyez que c'est les mêmes bâtiments, vous allez à Paris. Et aujourd'hui, ça pose même un problème social. Vous voyez quelqu'un qui met un immeuble de 6 étages, il habite où il regarde l'autre dans la douche. Et il regarde même dans la douche de l'autre, même dans sa chambre à coucher quand la fenêtre est ouverte. C'est un désordre. Ouais. Et je crois qu'il faut vraiment régler ça. Maintenant, la question du permis de construire était devenue très difficile dans la mesure où avant même de construire le terrain sur lequel tu dois construire, tu dois avoir le titre foncier. Or, le titre foncier, c'était la croix et la bannière. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, bon, et si vraiment les dispositions qui sont prises sont appliquées, peut-être qu'on peut régler cela. Maintenant, les problèmes qui sont déjà nés, qui sont existants, je crois que l'exemple de l'immeuble du Grand Marché doit amener l'État à peut-être commanditer une enquête autour de tous ces immeubles-là dans les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre phénomène, surtout au niveau des écoles privées. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend en hauteur. Oui, on démarre, et puis bon, on prend en hauteur. Le nombre d'élèves, ça se multiplie. Bon, on n'avait pas prévu peut-être d'aller. Bon, on force, on met les poteaux, on fait la dalle. Et puis, le bâtiment commence par aller vers les cieux. Alors que, quand vous regardez parfois la solidité, la base n'est pas... Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire l'effort de mener une enquête pour pouvoir anticiper. Parce que au Grand Marché, d'abord, c'était dans un endroit où
effectivement, si cet immeuble-là s'était affaissé, on allait compter beaucoup de morts. D'abord, il y en a déjà, donc c'est déplorable. Et maintenant, quand vous prenez la question des écoles, surtout les écoles privées, je crois qu'il faut vérifier, parce qu'une école privée à 2 ou 3 niveaux, vous voyez le nombre d'élèves, si on ne le souhaite pas, ça arrive au moment où les gens sont en classe, ça sera une catastrophe. Donc je crois que c'est un exemple qui doit amener vraiment à réglementer, même s'il faut carrément, je sais pas, détruire ces immeubles dangereux là, il faut le faire. Si on peut dédommager en partie peut-être les propriétaires, pourquoi pas, parce que bon, l'argent ce n'est pas plus qu'une vie. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut que l'État se réveille. Il faudrait pas que les gens soient dans un pays où on construit ce qu'on veut et parfois quand vous prenez même parfois les géomètres. Aujourd'hui la question est, est-ce que l'État a les moyens de contrôler tout ça véritablement? Parce que, ça vous le savez, quand on prend le cas, il y a le confrère Vos Populi qui l'évoquait ce matin, quand l'État même a des difficultés pour pouvoir contrôler ses travaux, contournement d'Alédio, où on bâtit, on fait les ouvrages, on est obligé de reprendre. Ça, c'est l'État lui-même, ça. Alors, pour ces particuliers qui bâtissent des immeubles. Oui, j'allais parler comme ce camarade. Tu sais, le bon dirigeant, ce n'est pas celui qui donne les ordres, mais celui qui donne l'exemple. Et la dictature en place, ce n'est pas un bon donneur d'exemple. Moi, je prends deux cas. D'abord, les lieux où se construisent les grands immeubles et puis comment ils se construisent. Si je commence par comment ils se construisent, l'immeuble voisin de là où nous sommes actuellement, l'immeuble de Togo, Télécom, bien Togo, comme je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, Décon. Ouais, non, mais chose à côté ici. C'est un immeuble à problème. Même. N'importe quel médiocre d'architecte va venir en 30 minutes, va te dire que cet immeuble n'a pas d'avenir. Ouais, ça n'a pas coûté moins de 10 milliards au trésor public. C'est ça. Togo Télécom, là, quand tu vas à GTA, l'immeuble le plus en vue, là, c'est un problème. C'est une calamité à venir, on ne souhaite pas. C'est une calamité à venir, c'est l'État ça. Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est un expert ou c'est vos journalistes? L'immeuble là même a déjà eu des soucis. Il y a déjà eu des soucis. On a essayé de rafistoler, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, ce n'est pas tout qu'on dit ici. Donc, ça c'est l'État ça. Secondo, ça c'est par rapport à comment ça se construit. Où ça se construit? Quand tu vas au boulevard circulaire, là où il y a la direction de la Lonato, il faut voir la grande direction là. C'est ce qu'on est en train d'élever là. Ça n'a pas coûté au trésor de la Lonato moins de 5 milliards de francs CFA. Notre argent, toi et moi. Maintenant, à 100 mètres devant, en allant vers Nicolas, à gauche, il y a un privé qui construit son immeuble là-bas. Des immeubles presque analogues, qui sont très jolis, très bien à voir, c'est imposant, ça donne une image à la ville. Sauf que si demain, quelqu'un qui a de la vision pour son pays prend la situation en main, il va éliminer un de ces immeubles pour, n'est-ce pas, agrandir forcément la voie là. Maintenant, l'État qui construit comme ça, maintenant, je ne rentre pas dans les détails pour voir quelles ont été les données techniques, sur quoi c'est basé. Je ne suis pas, je ne me connais pas, je ne veux pas parler en lieu place des architectes, mais c'est pour vous dire que l'État même ne donne pas l'exemple. Il y en a plein. Ceux qui construisent les grands immeubles, 7 ou 12 étages, est-ce que c'est toi et moi? Quand il est construit comme ça, là, combien, par rapport au coût de l'électricité chez nous, combien arrive à prévoir l'ascenseur? Combien? Quand ils font comme ça, là, c'est des boîtes de résonance, personne n'est dedans. Là-bas, là, si l'immeuble là, qui est effondré là-bas, n'était pas dans les environs immédiats du marché où les immeubles sont beaucoup sollicités. Les 2 derniers niveaux qui ne sont pas occupés. C'est ça. Donc, si ce n'est pas que l'immeuble là est à un niveau où les boutiques sont sollicitées grâce au grand marché, c'est des immeubles comme ça qui sont là. Ça n'occupe rien, ça ne marche pas et c'est vide. Et ça devient un danger public pour les gens qui passent et pour les voisins. Ce qui s'est passé avant-hier, ça pourrait être un autre drame. Ces personnes-là qui sont mortes à côté ou bien qui sont actuellement en soins à cause de cet accident n'ont pas quitté le matin en allant au grand marché pour revenir avec un pied cassé bien pour se retrouver à la morgue. Donc moi je pense que l'autorité doit donner l'exemple. Et l'exemple, on ne le donne pas à partir d'un bureau. On le donne sur le terrain. Je vous donne un exemple pour dire que nous allons attendre longtemps. Je vous disais tout ce que j'avais un petit coup de gueule. Vous vous rappelez qu'il y a un mois ou bien un mois et demi, M. Fornia-Singhe devait aller au CHU Sylvanus Olympio. Il a été. Il devait aller et cela a forcé à raser certains dos d'âne au niveau de la nouvelle direction de Togocel. Parce que
c'est dangereux pour son déplacement. Ça veut dire que depuis là, nous, qui sont dans le quartier, nous qui utilisons là-bas, nous on pouvait mourir, ce n'est pas son problème. Mieux, oui, s'il vous plaît. Non, attendez, puisque il devait, la veille de sa visite au CHU, on est venu éliminer, raser les dos d'âne, et des dos d'âne qui ont été depuis 5 ans très mal faits. Mais ça ne disait rien à personne. Quand M. Fognassingbe a failli emprunter la voie, on est venu les raser en une nuit. Tu peux aller visiter, ça c'est un. Secondo, la dernière fois, il y a à peine 3 semaines ou bien 1 mois, au niveau en revenant d'une inauguration, depuis qu'il est devenu l'inaugurateur principal même des WC publics, en revenant au niveau de mais s'il vous plaît, quand nous on aurait aimé le voir inaugurer des choses, quand on veut montrer ça, on est fier de montrer notre président, s'il vous plaît, de montrer notre président qui fait tout. Donc en revenant là-bas, parce que M. Faure même lui a pris l'hélicoptère et que son contingent revenait au niveau de Avepozo, il y a eu problème, ils ont fait accident à cause des Dodan. Actuellement, ils sont en train de raser les mêmes Dodan. Ça veut dire que depuis que si, tu peux aller voir. Ça veut dire que depuis que ce boulevard-là qui a quitté la frontière Ghana pour aller à la sortie sud, à la sortie Bénin de la capitale, ces Dodan-là, combien de personnes sont mortes, ce n'est pas un problème, mais comme maintenant ça touche l'autorité, les vrais citoyens, il faut raser. Donc, quand une autorité agit comme ça, sachez que les immeubles dangereux vont pousser partout dans la capitale. Bon, d'accord, ça c'est votre coup de gueule en plus. Je voulais quand même vous donner la parole sur le vote du code foncier. Ça a été fait cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pour autant dire qu'on sera à l'abri des désagréments qu'on connaît sur des questions foncières, puisqu'on en a parlé tout le temps ici? Fabrice. Oui, ben, je crois que sur le plan juridique, c'est une bonne chose. Maintenant, des documents juridiques à la réalité, je crois qu'il y a un autre combat à faire. Parce qu'il y a plein de litiges pendant devant les tribunaux et tout cela, comment est-ce que ça va être géré? Oui. Et je crois que c'est vrai, il n'est jamais trop tard, mais le Togo s'est un peu réveillé tard en ce qui concerne la gestion du foncier. Pratiquement, nous sommes un cas singulier. Et le fait que la terre n'appartienne pas à l'État est un faux départ, est un véritable faux départ, et je ne sais vraiment pas comment on pourra régler ça. Et aujourd'hui, la question du foncier, c'est s'il doit y avoir une guerre au Togo, c'est autour du foncier. Ça divise les familles, ça divise les communautés. Et la justice sur laquelle on pouvait compter est confrontée. Elle est complice. Elle est parfois complice, parfois elle a des difficultés à gérer aussi bien le coutumier et ce qui est du droit. Donc c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, le problème est là, il faut vraiment trouver des solutions. Le code, peut-être ça peut permettre de gérer l'avenir, parce qu'à un moment donné, il fallait quand même commencer par mettre de l'ordre. Mais à partir de ce code, on peut envisager l'ordre à l'avenir, mais il y a déjà un sérieux problème foncier qui est là. On peut saluer cela, mais dire que maintenant, l'autre combat, c'est que on passe à l'application quand même de tout ce qui est contenu dans ce code-là. Et là aussi, il faut faire un véritable travail au niveau de la justice, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, parfois, les sièges des journaux sont devenus comme des cabinets. Oui, oui, parce que on allait à la justice, on vient dans la rédaction. Quand on va à la justice finalement, et on a même que ce sont les avocats qui conseillent. Oui, et généralement, je crois que c'est quand on fait du bruit. Il y a un cas palpable. Il y a une année sur la route qui quitte l'aéroport pour la ville où il y avait où on voulait carrément, permettez-moi le mot, tricher des gens à ce niveau-là. Il a fallu faire du bruit pour que le ministre même aille sur le terrain se rendre compte qu'en réalité, c'est la route qui vient passer dans les maisons des gens et non les gens qui ont construit sur la route, et le problème a été réglé. Donc vous comprenez que à l'époque, s'il n'y avait pas eu ce tollé général sur les médias, ça passait.
Donc les gens sont dans leur coin, bon, ils deviennent aigris pour des situations pareilles. C'est pour cela que vous allez voir, à chaque fois, si on ne vous amène pas le problème de chefferie dans votre rédaction, un problème foncier. Et même ces problèmes de chefferie là même sont liés au foncier. Et puis quand vous cherchez à savoir ce que fait exactement le chef canton, ils sont très loin de garder les justes coutumes, comme on le dit, et qui ne maîtrisent d'ailleurs même plus. C'est beaucoup plus les questions foncières. Oui, ça les échappe parce qu'aujourd'hui, même quand vous vous mettez à faire des démarches administratives pour un titre foncier, mais ce que le chef canton vous prend, vous allez comprendre qu'il y a des raisons à ce que les gens se battent pour être chef canton. Parce que vu de loin, vous vous demandez en fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et les gens sont prêts même à la mort pour pouvoir occuper. Mais généralement, c'est lié au foncier. On est très loin de ces histoires de justes coutumes là que eux-mêmes ne maîtrisent même plus. D'accord, très bien. Alors, dans 5 minutes, on a une délégation spéciale. Hein. On a encore 5 minutes supplémentaires. À 13h précisément, vous aurez l'édition complète du journal parlé. Mais avant, Ferdinand, ça dit, quand on jette un regard dans le code foncier, il y a le confrère l'Union pour la patrie ces derniers jours, il essaie quand même de me donner quelques éléments de ce nouveau code foncier. Heureusement que l'OTR a entamé quand même un recensement foncier pour pouvoir immatriculer les maisons. Dans ce nouveau code, on nous dit que, eh bien, on ne peut plus vendre un terrain qui n'est pas immatriculé. Ça, oui, c'est une bonne chose. Oui, ça, c'est le cadre. L'égalité homme-femme est bien aussi légalisée dans le code foncier. Ça c'est le cadre légal. C'est ce que la nouvelle loi vient de prévoir. Mais la réalité est tout autre. On est au Togo, on sait comment les gens ont des moyens pour contourner la loi, pour faire. Avec la corruption. Mais comment c'est possible qu'on peut contourner la loi? Mais c'est ce qui se passe tous les jours. C'est ce qui se passe tous les jours. Mais comment se fait-il que dans ce pays, on dit le code. Comment on appelle ça? On dit le titre foncier est inattaquable, mais les gens attaquent les titres fonciers des gens et ils revendent les terrains. C'est-à-dire que c'est les mêmes individus. Et ils ont les réseaux, il y a des amis, il y a des juges, il y a des avocats, il y a plein de gens qui s'entendent pour organiser ça. Et donc, moi, je pense que la loi est là, on vient de la voter sous pression ou sous recommandation du MCC, tout ça pour gagner des points. C'est une bonne chose parce qu'on a compris que le foncier, c'est une bombe à retardement. Maintenant, son application, il faut la voir. Parce que tant qu'on n'aura pas sanctionné des gens dans ce pays, tant qu'il n'y aura pas... je sais pas, on ne prendra pas des mesures contre certains individus qui abusent de leur pouvoir ou qui font du faux, les gens vont continuer par le faire. C'est clair. Il y a certains qui outrepassent leurs prérogatives, qui font du faux tout le temps. Donc moi je pense que, je sais pas, mais la loi est là, on verra comment est-ce que... elle sera mise en application, mais si on l'a fait pour faire juste plaisir à une organisation internationale parce qu'on veut gagner de l'argent, ça n'aboutira à rien. On vient de parler tout à l'heure, on vient d'évoquer le cas des immeubles. Si l'État même prend le devant, les gens vont être disciplinés. Mais quand l'État lui-même construit des immeubles qui ne sont pas en bon état, regardez un peu en ville, excusez-moi, Lomé a quand même un visage un peu horrible en termes d'aménagement et de paysage, tout ça. Vous voyez dans la ville, comme on vient de le dire, des immeubles qui poussent en désordre. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de parking. Les gens construisent parce qu'ils ont de l'argent. Personne ne les suit. On construit les immeubles là, il ne faut pas construire. Bon, il n'y a pas vraiment, véritablement, un plan dans la ville qui dit ici on ne peut pas construire ça, ici c'est peut-être 2 niveaux, ici c'est 3 niveaux, ici c'est 4 niveaux, ici c'est telle couleur qu'il faut avoir pour que la ville ait au moins un visage un peu harmonieux. Mais il n'y a rien. Les arbres qu'on plante dans la ville de Lomé, vous voyez ça, des arbres qui poussent même, qui défoncent le goudron, qui prennent, je ne sais pas, des formes qui... Ce ne sont pas des arbres qu'il faut mettre au bord des voies, mais on en a mis un peu partout, ça défonce le goudron, tout ça. Donc, tout est à terre, tout est en désordre. Et pourtant, on a une municipalité, on a des délégations spéciales, on a des ministres de l'urbanisme et de l'habitat. On a tout. On a tout ça. Finalement, vous vous demandez, qu'est-ce que les gens font réellement quand ils sont dans leur cabinet, quand ils sont dans leur bureau, parce qu'ils sont payés par l'État, à part aller chercher des terrains et acheter pour eux-mêmes. Donc, voilà le problème. Donc, c'est bien beau de voter la loi, mais la réalité est tout autre. Donc, il faut des instruments de coercition pour sanctionner les gens et pour qu'au moins, on ait une certaine discipline dans les prises de décision pour que
chacun reste dans son couloir pour que le pays avance. Autrement, mais on aura voté toutes les lois au Togo, mais on n'avancera pas. Eric, si actuellement on a un problème du foncier, ce n'est pas la loi qui a manqué. Je crois que le minimum qui avait été assez pour qu'on évite le pire. Mais c'est parce que ça n'a pas été. Moi, je connais un monsieur, il est mort tout récemment, tout puissant de la place parmi les barons, qui était dans un duel foncier avec un médecin. Ils ont voulu, n'est-ce pas, par des codes, faire comprendre aux médecins que c'est un supérieur, il faut le laisser. Mais le monsieur ne comprend pas. Devant un juge, il se plaint, il demande au juge, mais lui là, il n'est pas un des nôtres. C'est-à-dire, le médecin qui se plaignait de son droit, c'est son terrain. Et que le monsieur qui dirigeait une société d'État, de l'État, s'est arrogé avec toutes les fausses factures. Il s'arroge propriétaire d'un titre, d'un lot qui n'a pas de numéro, tout ça là. Il demande au juge, mais ce n'est pas un des nôtres. Donc, il devait, comme il sait que c'est un des nôtres, il devait le laisser, n'est-ce pas, piétiner sur ce qui est normal et le laisser prendre. Bon, tu vois, maintenant, ce ne sont pas les textes qui ont manqué. On est parmi les pays qui ont les meilleurs textes, mais... maintenant, il faut l'appliquer aussi longtemps que l'impunité va être la tasse de café des dirigeants. Souffrez que tout ça, là, ça ne sera que des discours de trop. Ce n'est pas quand on finit de construire qu'on vient identifier une maison. Non, une maison, elle est censée, avoir son numéro matricule. Il y a déjà un problème. Donc, quand les immeubles déjà habités à tout moment peuvent recevoir nuitamment ou bien parfois à visage découvert, accompagnés de renforts militaires, des gens pour venir écrire arrêter les travaux, cessation de travail, machin, voir ici telle ou bien chose. Mais sachez que dans un pays comme ça... Merci beaucoup, Biafa. Oui, je voulais revenir sur un aspect, c'est-à-dire que ce code, naturellement, il a tenu compte également de nos cultures. Dans ton introduction, tu as évoqué un aspect qui cause un sérieux problème dans des localités, notamment l'égalité de l'homme et de la femme sur le plan foncier. Mais dans la réalité, c'est une pure illusion. Vous êtes en train de voir, moi, mon papa est Kabia, il est de Kara, ma maman est d'Aneho. Vous êtes en train de me voir aller hériter un terrain à Aneho. Et c'est pour bien sûr. Oui, justement, c'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir que dans des familles, aujourd'hui, c'est les filles qui activent à ce qu'on vende les terrains. Parce qu'elle sait que si elle ne vit pas, son enfant ne pourra rien avoir. Maintenant, si on vend, on lui donne son argent, elle achète un autre terrain quelque part, elle réserve. Mais dans la tradition, certains vont dire non, c'est un patrimoine familial, on ne vend pas. Oui. On ne vend pas. Si tu veux exploiter, viens exploiter. Bon, tu es en train de voir quelqu'un quitter, par exemple, je sais pas, Vaughan pour aller à Kara exploiter un terrain parce que sa maman est de Kara. Ça, c'est des trucs où si l'État vraiment... le droit peut être là, mais ça peut être sujet à des conflits. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Les populations qui se sont déplacées, qui sont allées rester ailleurs et après... C'est ça le vrai problème aujourd'hui quand on parle du foncier. C'est-à-dire que à force de rester, finalement, tu fais des enfants, vous commencez par être nombreux et à un moment donné, bon, tu deviens plus ou moins un propriétaire, ce qui est inconcevable. Dans la tête des gens, juridiquement, c'est possible, mais dans la tête des gens, on ne conçoit pas que tu puisses être originaire d'ici et que tu viennes dire que, bon, tu es propriétaire foncier dans une autre localité. Donc je crois que la loi elle est bonne, mais sur le terrain il y aura des difficultés. Vous savez que tout ça, on a hérité tout ça du désordre qu'il y a eu, de la situation qu'on a connue après le coup d'État, où ceux qui sont venus après le régime de Sylvanus Olympio n'ont pas cherché véritablement à asseoir les bases de l'État, plutôt qu'à conserver le pouvoir. Vous savez même que dans les zones que l'État contrôle, il n'y a pas de titre foncier. Vous avez vu par exemple la zone de l'aéroport. Oui. C'est une zone qui était au départ très vaste. L'État n'a jamais fait un titre foncier là-dessus, au point que des gens ont envahi la zone. Quand vous prenez la partie pour aller vers Togo 2000, où il y a un dispositif de Togo Télécom, les gens ont conçu des maisons jusqu'à l'approche de la base, alors que c'est la zone aéroportuaire. Toute cette zone-là, l'État devait faire depuis longtemps un titre foncier. On n'a jamais fait ça. Le même cas, on peut le répéter dans d'autres domaines. Il y a un cas au niveau de la présidence de la République. Oui, il n'y a pas de titre foncier. Ça veut dire que les gens, la base même de l'État, les gens ne l'ont pas fait. Les gens sont là juste pour conserver le pouvoir. Et le pays a évolué de désordre en désordre. Et on est arrivé aujourd'hui à la porte du grand désordre même. Monsieur, merci beaucoup. C'est fini pour Taxi Presse de ce vendredi. Merci à Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative. Fabrice Petiesi, le patron du journal Le Libéral. Abi Alpha, le patron du journal
le rendez-vous. Merci à Jeff Prosper qui a assuré la coordination technique. Nous saluons tous nos amis sur la chaîne YouTube. Merci à vous qui nous écoutez également sur le www.radio-taxifm.com. Appelez-moi Saint-Rigator. À la semaine prochaine. Au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio.